Ravi de vous retrouver dans la totale dimanche sur ITV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre magazine du dimanche. Tout de suite, le sommaire. L'hécatombe sur nos routes, les accidents de la circulation font des milliers de morts et des blessés par an. Les causes restent les mêmes. Le secteur des transports traîne de vieilles casseroles. Confraternellement pose le débat ce soir avec des spécialistes en sécurité routière. Coin Éco s'arrête sur les droits TV. Actualité oblige. Les droits de retransmission de la Coupe du Monde seront au menu ce soir avec des experts. Mme Abdougaye Kassé va se pencher sur l'économie de ces droits pour les médias publics et privés. Les jeunes et la lecture, comment évolue cette relation? Nous le verrons dans Bouillon Culture avec les smartphones. Ils ont fini par réinventer une nouvelle manière de lire. Les nouvelles technologies, justement, elles font de l'ombre aussi aux formules et habitudes classiques. La vente de journaux papier résiste à la nouvelle ère 2.0 et l'accès à l'information est devenu facile et accessible. Des distributeurs de journaux vont nous confier leurs craintes. Et enfin, dans Ailleurs A, qui nous emmène ce soir à Kolda, la région fait face à la problématique commune à toutes les régions du Sénégal, la mendicité des enfants. Les autorités locales tentent de juguler le phénomène, mais les différentes politiques jusque la mise en place n'ont pas vraiment produit d'effet. Bienvenue à tous dans la totale de ce dimanche. Alors cela s'est produit mardi dernier. Un violent accident a fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés à Bargny. 2 véhicules sont entrés en collision. La collision, justement, elle représente 60 à 75% des accidents de la route selon les données de la sécurité routière. Des experts reviennent sur cette notion, ses causes, ses conséquences dramatiques dans ce sujet réalisé par Aïssatou Kane. Parmi les nombreuses typologies d'accidents de la route, la collision est sans doute la plus redoutée par les conducteurs. Non seulement les dommages matériels sur la carrosserie sont importants, mais aussi parce que ses conséquences peuvent être mortelles. Mamoudou Fofana, expert en sécurité routière, renchérit. On parle de collision quand 2 véhicules roulant dans le sens inverse se rencontrent frontalement ou sur le flanc, mais plus particulièrement frontalement. Là, en ce moment-là, le choc, il concerne les passagers de devant qui prennent le choc à 100% et ceux qui sont derrière, ils le prennent entre 50 et 75% en fonction de disposition et de l'importance du choc aussi et de la vitesse qui a été proposée. Au Sénégal aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas depuis un bon moment, compte tenu de l'étroitesse de rue, il y a beaucoup de chocs frontaux, beaucoup. Et malheureusement, ça va avec des pertes en vies humaines très importantes, avec des blessés qui, après un court séjour à l'hôpital, généralement, ils passent à côté. Selon l'ONG Partners West Africa, au Sénégal, 90% des accidents sont liés au comportement humain, à part la vétusté du parcours roulant, la somnolence au volant ou encore le manque de signalisation sont incriminés. La liste, loin d'être exhaustive, l'expert en transport logistique répartit les facteurs en 4 étapes. Le facteur humain, souvent on dit que c'est un excès de vitesse. Ça peut être quelqu'un qui a pris beaucoup d'alcool. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne connaît pas le code de la route. Maintenant, le facteur technique, c'est le véhicule. Des fois, c'est des véhicules qui sont très vétustes. Il y a le facteur aussi météo, parce qu'il y a un problème de visibilité. Il y a aussi un problème de vitesse, parce que les routes, les chaussées ne peuvent pas tenir certains pneus. Donc il y a aussi le facteur des infrastructures, le fait que le plan de circulation n'est pas bien aménagé, ça peut causer des collisions de véhicules. Mamoudou Fofana, directeur de la prévention, audit, sûreté, incendie, formation, passif, ajoute. Si j'en viens à la route, aujourd'hui, les routes, quand elles étaient conçues pour des largeurs de 3 mètres. Aujourd'hui, un véhicule de grand gabarit, sorti d'usine, il part entre 2,20 m, 2,50 m, 2,55 m jusqu'à 2,60 m. À partir de cet instant-là, le couloir qui lui était réservé, en le prenant, il est obligé de laisser un espace sur le bas-côté, sur le côté droit. Généralement, puisqu'on se dit que si on roule sur le côté droit, on risque d'avoir une crevaison. Donc, il grignote 50 cm, voire 1 mètre sur le côté droit, et il serre sur le côté gauche. Donc, l'autre aussi fait la même chose. Fatalement, les deux chauffeurs vont se rencontrer.
Ça, c'est le premier incident. Deuxièmement, il y a la vision aussi. La vision, l'état de santé du conducteur. Il y en a qui ont une mauvaise vision. Un fardeau financier qui coûte à l'État près de 200 milliards, soit 3% du PIB, nonobstant les jeunes âgés de 20 à 35 ans qui subissent de plein fouet ces accidents. Sur ce, les experts déclinent des solutions. En premier lieu, il faut maîtriser le code de la route. Parce que aussi ça, il faut veiller à l'obtention des permis, devenir beaucoup plus rigoureux par rapport à cette obtention de permis. Et aussi, comme on dit, que la population soit beaucoup plus disciplinée, en particulier les conducteurs. D'abord, il y a le respect du code de la route, le respect de la vitesse aussi. Bon, maintenant, tous ces camions-là, il faudrait que des dispositions soient prises à ce niveau-là aussi pour qu'on puisse supprimer tous les antibrouillards. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement aussi, qu'un effort soit fait pour l'élargissement des routes. Tant qu'il n'y a pas de sanction, les gens feront ce qu'ils veulent. D'abord, la première sanction, c'est d'immobiliser les véhicules. Vous êtes pressé, on va immobiliser votre véhicule pendant 4 heures. Il faut qu'on revienne à la sensibilisation, il faut qu'on revienne à la formation, il faut que des dispositions soient prises pour que la conscientisation des conducteurs soit... Mais il faut réprimer, il faut sanctionner. Il faudrait que les brigades routières soient renforcées, qu'il y ait des contrôles sur la route, que la gendarmerie puisse être dotée de moyens supplémentaires, que la police elle-même, que les gens fassent avec les motards qui remontent les voies, avec des radars. 60 à 75% des accidents relèvent de chocs frontaux. En dépit des efforts consentis par les autorités, les politiques publiques de prévention routière restent embryonnaires. 30 000 blessés décomptés chaque année et en moyenne, près de 644 personnes sont tuées dans le pays. Je voudrais m'incliner sur la tombe de toutes ces personnes qui ont fait l'objet d'accidents de la circulation. J'ai pris le Tout-Puissant qui les accueille dans son paradis. Merci beaucoup Aïssatou Kane et Seydina Mbaye pour ce zoom sur les collisions. Le débat se poursuit dans Confraternellement, tout de suite avec un consultant en sécurité routière, Moustapha Gueye. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci. Alors, en 2020, au moins 16 373 accidents de la route ont été enregistrés selon les chiffres rendus publics à l'époque. Est-ce que ça a évolué de manière positive ou négative ces 2 dernières années? Je pense que c'est négativement que les chiffres ont évolué. Parce que même le chiffre qu'on a donné, ce n'est pas un chiffre exact. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les chiffres accidentologiques, il y a ce qu'on appelle le BAAC, bulletin d'analyse accidentogène. Il y a un accident, les sapeurs-pompiers, ils viennent, ils recensent le nombre de décès. Et ils remontent ces informations au niveau de l'ANSD. Et selon l'OMS, 45 jours après l'accident, tout individu qui décède de ces blessures-là, il doit être comptabilisé. Et ici, ce reporting-là n'est pas fait. Parce qu'une fois qu'on condense ces informations-là, on ne va pas retourner sur les hôpitaux pour voir si telle personne a survécu ou non. Donc ces chiffres-là, je pense qu'il faut les doubler même par 2 pour pouvoir avoir le chiffre exact. Donc ça a augmenté ces dernières années. Mais bien sûr, ça a augmenté parce que tout simplement, il y a des infrastructures nouvelles qui se sont rajoutées, mais aussi le parc aussi a augmenté. Plus on a de conducteurs, plus on a de véhicules, plus il y aura des accidents. Quelles sont les causes majeures identifiées? Ici au Sénégal, Oui. l'indiscipline est à 90% des causes d'accidents. L'indiscipline. L'indiscipline des usagers de la route. Les 10% restants, c'est dû à l'ignorance. Parce qu'on a 3 types de conducteurs au Sénégalais. Il y a le conducteur qui maîtrise son code de la route, qui l'applique, celui qui le maîtrise, qui ne l'applique pas, et celui qui ne maîtrise absolument rien du tout. Parce qu'il y a des conducteurs qui n'ont ni été formés et dont on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont passés pour avoir le permis de conduire. Et le code de la route, c'est le seul langage qu'on peut utiliser sur la route. Une fois que vous êtes dans votre véhicule, le seul élément que vous avez, c'est la signalisation. Oui. Si vous ne savez pas décortiquer ces messages de la signalisation, vous ne pouvez pas cohabiter. C'est comme si dans ce plateau-là, vous voulez parler mandingue et moi wolof. Cette discussion, c'est difficile. C'est la même chose sur la route. Les gens ne maîtrisent pas le code de la route. Il y a une indiscipline croissante, mais aussi le plus important, c'est l'absence de sanctions adéquates. Oui. Parce que dans les pays où la sécurité routière s'est installée, il faut comprendre que les sanctions sont tellement lourdes que le conducteur a toujours la peur au ventre quand il conduit. Vous allez dans un pays européen, sur les autoroutes, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, à l'approche d'un radar, vous voyez le visage des conducteurs, ils sont dans la peur, parce qu'ils savent ce qu'ils endurent, ce qu'ils peuvent encourir en faisant des excès de vitesse et consorts. Ici au Sénégal, vous faites n'importe quoi, vous êtes sûr de 2 choses. Vous rentrez chez vous et vous avez votre permis avec vous.
On va revenir sur tout ça dans quelques instants. Maintenant, on va s'arrêter sur le facteur humain. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. On a remarqué en fait des courses-poursuites, l'excès de vitesse ou encore la surcharge. Ça semble tellement banalisé, on a l'impression que personne n'est interpellé. Oui, parce qu'en fait, quand vous faites une chose qui est tellement grave et que vous en sortez, il n'y a pas de souci. Les autres sont tentés de le faire. Par contre, si vous faites une chose et que vous êtes lourdement sanctionné, mais ça va passer l'envie à tous ceux qui voudraient le faire de ne pas le faire. Parce que je vous dis tout à l'heure, il y a un expert qui a dit que la responsabilité humaine à 90%. Moi, je pense que c'est à 100%. Parce qu'on dit 90% l'humain, 7% la voiture, 3% la route. Mais la voiture, elle est conduite par une personne. La route, elle a été faite par une personne. Donc, l'humain retourne au centre de tout cela. Je pense que les actes qu'on est en train de voir sur nos routes, qui ne sont pas sanctionnés... C'est quand même très dangereux, ces courses-poursuites. Ça conduit souvent à des catastrophes. Moi, j'ai été en Allemagne, là où on fabrique les véhicules allemands, Mercedes, BMW et Audi. J'assistais à une conférence. Le constructeur a dit que ce véhicule-là, c'est un moyen de locomotion. Mais arrivé à 90 km/h, c'est une machine à tuer. C'est ce qu'il a dit. Et c'est lui qui a donné la conception pour concevoir ces véhicules-là. Il nous dit que ce véhicule-là, dépasser les 90 km/h, ça devient une machine à tuer. Donc quand le constructeur vous dit cela veut dire qu'il a conscience de l'instrument qu'il a mis à votre disposition. Et ces véhicules sont surchargés. Mais justement, et c'est ça le drame, ici vous voyez que tous les véhicules... Et ce qui est plus déplorable, c'est que ce sont les autorités qui votent les lois. Moi j'étais à l'Assemblée nationale au mois de juillet quand on votait la loi sur le code de la route. Une loi qui a été votée à l'unanimité. Et j'ai vu ces mêmes députés-là qui repartent en campagne électorale, qui sont dans des véhicules à surcharge. Donc vous voyez ce paradoxe. Et pourtant, dans l'exposé des motifs, tout a été dit. Il faut éviter la surcharge, il faut éviter l'alcool au volant, il faut éviter le téléphone au volant. Mais tout ça, on les voit dans les caravanes de ces politiciens-là. Parce que tout simplement, en période de campagne, tout est permis. Quand il y a un match de foot ou bien un combat de lutte, tout est permis. Et lorsqu'un véhicule est en surcharge, il y a deux dangers. La première est que le conducteur n'est plus maître de son véhicule. Mais la deuxième chose est que l'assurance dégage sa responsabilité. En cas d'accident, si le constat établit que ce véhicule qui devait faire 5 personnes se retrouve avec 8 personnes, mais l'assurance dégage sa responsabilité, personne ne sera pris en charge par cette assurance-là. En tout cas, s'il le désire, il peut dire que je ne vais dédommager personne parce que ce véhicule-là ne répondait pas aux normes. Et même pour la visite technique, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un pays où on peut tricher jusqu'à avoir sa visite technique sans que rien ne se passe. Et son permis de conduire. Justement, la problématique de l'examen du permis de conduire... Pourquoi ce manque de rigueur? Mais parce que je me rends compte que ces autorités, peut-être qu'ils sont en train de s'éveiller, parce que nouvellement le Sénégal s'est doté d'une nouvelle agence, l'ANASER, qui va coordonner toutes les actions de la sécurité routière. Et sur la nouvelle loi, peut-être qu'on va réformer l'examen du permis de conduire. Parce que pour moi, c'est trop peu de pouvoir passer son permis de conduire et l'obtenir dans un délai très court d'1 mois. Absolument. Apprendre le code de la route et assimiler la conduite et avoir son permis de conduire. Pour moi, il faut que l'on réforme cet examen du permis de conduire, mais aussi les formateurs. Si vous allez dans les auto-écoles, c'est ce qui forme. Parce que vous, en tant que journaliste, vous allez le faire former au CESTI ou bien dans d'autres structures. Mais quelqu'un qui veut devenir moniteur d'auto-école, où est-ce qu'il se fait former? Sur le tas. Il n'y a aucun centre dédié à la formation. La question aussi, c'est qui forme? Ces gens qui forment n'ont aucun centre de formation. Comment se fait-il que quelqu'un qui veut devenir formateur, n'a pas de centre dédié pour faire sa formation, pour pouvoir former? Un enseignant, il va à l'école normale. On lui apprend comment devenir enseignant. On lui apprend la pédagogie, l'andragogie, comment enseigner. Quelqu'un qui veut devenir moniteur, il va dans une autre école, il se fait former sur le tas, ensuite il se retrouve à être moniteur, à enseigner. Mais on peut être bien formé, mais après, dans la pratique, on se rend compte en fait que ce code de la route est illusoire. Tout réside dans le législateur. Parce que moi, je pense que quand une loi est là, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur et à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, on est dans un pays où on se permet de violer la loi devant tout le monde et que personne ne dit rien. À chaque fois, vous voyez des véhicules en surcharge, des véhicules en surnombre de passagers et qui passent comme lettre à la poste. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, pour pouvoir régler la sécurité routière, il va falloir que l'on fasse table rase sur tous nos comportements. Et que le plus important, que l'on se concentre maintenant sur l'usager et pas seulement sur le conducteur. Parce que depuis longtemps, on ne parlait que du conducteur. Exactement. Et quand on élabore le concept du conducteur, on ne parle que du code de la route. Maintenant, pour pouvoir parler sécurité routière, il va falloir que l'on se concentre sur l'usager, le piéton, celui qui vend sur la route, le passager. Tout individu qui sort de chez soi est usager de la route. Donc cette formation est aussi valable pour les Sénégalais, mais pour les usagers. La sécurité routière doit être une matière de base à l'école primaire. Une fois à l'école primaire et dans les daara, on vous enseigne comment marcher sur la route, comment déceler un danger, comment traverser, ce qui est un principal problème. Le passage piéton, comment respecter ça. Tout ça, c'est des choses et les passerelles aussi. Exact. La vétusté du parc automobile, depuis le temps qu'on en parle, à quand la réforme selon vous?
Moi, je pense que le parc n'est pas si vétuste que ça. Parce que les Ah véhicules oui? vétustes... Non, en fait, il faut savoir catégoriser aussi le parc. Il y a ce qu'on appelle le pool TPV, le C'est-à-dire? pool transport public de voyageurs. C'est là-bas qu'on peut constater la vétusté. Mais si c'est le transport particulier et personnel, vous n'avez pas une vieille gambarde, ça, j'en suis sûr. On peut dire que les Sénégalais ont fait un effort d'acheter. Parce que, On parle des transports en commun. oui, les transports en commun, tout le monde peut être d'accord que le parc est très vétuste. Oui. Parce qu'en 2004, quand on nous avait vendu le projet Tata, c'était pour venir remplacer les car rapides et Ndiaga Ndiaye. Qui sont toujours là. Mais ils sont venus renforcer les car rapides et Ndiaga Ndiaye. Et ils se sont vraiment substitués à ce que faisaient les car rapides et Ndiaga Ndiaye, et ils l'ont fait de la pire manière même. C'est pour ça que je me suis dit que ce projet de renforcement-là, l'idée était bonne, mais la façon dont on a utilisé n'est pas la bonne. Mais sur le long terme, c'était d'arriver à un stade où ces bus Tata remplacent définitivement les car rapides et les Ndiaga Ndiaye. Tout à fait, parce que quand vous allez sur les normes de transport, les normes des Nations Unies, on vous dit qu'un véhicule de transport, son âge ne doit pas dépasser 15 ans. De la fabrication jusqu'à la fin de son exploitation. Tous ces véhicules qui circulent ont plus de 15 ans. Et ça, l'État en est conscient. Oui. Et moi, je pense que les opérateurs à eux seuls ne pourront pas y arriver. Il faudrait que l'État, qui est arbitre aussi, il mette la main à la pâte, essaye de voir comment s'organiser avec les opérateurs économiques pour que la mutation se fasse, pour que le changement de parc, pas le renforcement, parce que jusqu'à présent, c'est un renforcement. Mais Pour ces un bus changement, Tata sont aussi dans un état de vétusté. mais justement parce que tout simplement, la demande est 10 fois supérieure à l'offre. Parce que si vous voyez bien, les Tata sont bien remplis, les Ndiaga Ndiaye, les car rapides, Dakar Dem Dikk, tout le monde est rempli. Mais si vous voyez dans les arrêts aussi, il y a une foule immense qui est là en train d'attendre. Ça veut dire que tous ces bus-là qui vont passer seront à surcharge. Et un véhicule, il a été construit avec des normes techniques. Si on vous dit que ce véhicule doit prendre 30 personnes assises et 10 personnes debout, c'est parce que cela a été calculé à la base. C'est ce poids-là que le châssis peut contenir. Si vous en faites plus, mais sa durée de vie sera réduite. C'est comme une personne. Si on vous dit que pour vivre longtemps, il faut avoir une hygiène de vie et que vous faites tout et n'importe quoi de votre vie, vous mangez n'importe quoi, vous ne dormez pas, mais à la longue, vous allez dépérir sur le long terme. Une voiture, c'est comme ça. Ces bus-là ne peuvent pas avoir une longévité parce que tout simplement, la charge qui est mise à leur disposition, ils ne peuvent pas le supporter en termes de rotation, mais aussi en termes de personnes. Parce qu'un bus qui doit faire 10 rotations, qui vous fait 30 rotations par jour, un bus qui doit prendre 30 personnes, qui prend 60 personnes, ça c'est de l'indiscipline. Et ça, je pense que, et là, ce n'est même pas le code de la route, parce qu'il y a des parties où c'est le code pénal qui intervient. Parce que là, c'est l'article 307 bis du code pénal qui doit s'appliquer, parce que c'est un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Et on a vu des images à l'appui des gens qui font ça. Mais arrivé au tribunal, vous avez des peines de 6 mois avec sursis, donc 3 mois avec sursis. Ça, c'est du n'importe quoi pour moi. La législation doit être forte dans ce sens. Parce que quelqu'un qui menace la vie des autres usagers, mais il doit payer très, très, très fort. Et cette peine-là doit passer l'envie à tout individu qui voudrait jouer à cela. Mais on voit à chaque fois des véhicules de transport en commun plein dedans, avec des clients plein dedans qui se font la course et après il en résulte des accidents, mais il n'y a pas de responsable. Les autorités ils sortent pour annoncer une série de mesures qu'on ne verra jamais et on attendra. Et justement, à quoi servent ces mesures qui sont prises, les initiatives allant dans le sens peut-être de sensibiliser sur la sécurité routière? Ça sert à quoi? Moi je pense que ces mesures-là, normalement s'ils avaient un impact, les accidents allaient diminuer. Parce que quand vous prenez des initiatives pour réduire les accidents, au bout d'une certaine période, vous faites une évaluation, vous devez vous rendre compte que les chiffres que vous avez ont été réduits de sa moitié. Mais ce n'est pas le cas. À chaque fin d'année, on vous dit que les accidents varient entre 650, 700, 800, et ça va même au-delà. À quand la réduction de sa moitié? Je pense qu'avec l'installation de cette nouvelle agence, l'ANASER, qui va coordonner les actions, je pense qu'on aura un début de solution. Parce que maintenant, cette agence-là est là pour coordonner toutes les actions, tous les parties prenantes de la sécurité routière. Mais aussi avec l'implication des acteurs du transport. Parce que le principal problème, c'est ça. On est dans un pays où les acteurs du transport ont une forte responsabilité dans ce qui se passe. Les accidents, à savoir l'opérationnalité et tout ça. Mais on a l'impression aussi que les autorités, souvent, ils les caressent dans le sens du poil. Pour qu'on puisse trouver des solutions, il faudra que ça fasse mal à tout le monde et qu'on comprenne qu'il s'agit des pertes en vie humaine. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, justement. Merci beaucoup, en tout cas, Moussa Bagay. Merci de nous avoir éclairés. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité routière. On enchaîne tout de suite avec Point Écho. Alors on parle des droits de retransmission de la Coupe du Monde de Qatar 2022 qui sont une aubaine pour les médias qui souscrivent à l'appel d'offres. Le mondial est une opportunité de rentrée d'argent. Autant ils sont chers, autant les remporter est un enjeu important pour les organes de presse, les privés en particulier. Un pays, un diffuseur et cependant le nerf de la guerre. Mme Abdoulaye Kassé.
Les droits de retransmission des compétitions sportives d'envergure constituent un enjeu financier extrêmement important pour les médias audiovisuels. Rien que la Champions League et les championnats européens s'arrachent à coups de centaines de millions d'euros. C'est ce que révèle cet avocat et spécialiste du droit du sport. Des droits qu'on tire en tout cas de l'exploitation de la Champions League, de la Coupe du Monde. Et ces droits, bien évidemment, c'est sensiblement, notamment la Champions League et les championnats européens, ça coûte 340 millions de dollars. Pour qu'on puisse le retransmettre en Afrique. La Coupe du monde de football, qui est l'une des plus grandes manifestations sportives, est aussi soumise à un appel d'offres international transparent mais onéreux. En Afrique, New World TV a raflé la mise pour 15 millions d'euros, soit un peu plus de 9 milliards 838 millions de francs CFA. Nous avons la Coupe du monde qui est l'événement quand même majeur, qui attire beaucoup plus de sponsors et qui attire aussi beaucoup plus de convoitises. On voit chaque fois qu'il y a l'appel d'offres pour la Coupe du monde, bien évidemment il y a tout le temps des polémiques et c'est normal. Et aujourd'hui, cette Coupe du monde, par exemple, pour celle qui a été au Brésil en 2014, ça a coûté 130 millions d'euros à TF1 et à 50 millions d'euros à Bein Sport. La Coupe du monde 2018, pareil. La jeune entreprise de presse togolaise est la seule habilitée à les commercialiser sur le continent. Un pays, un diffuseur. Ces droits de diffusion sont une niche financière ô combien importante pour les médias privés qui reçoivent en la circonstance beaucoup de publicité, soutient le juriste et avocat de l'international sénégalais Sadio Mané. Ça rapporte énormément. Par exemple, si on prend l'exemple de TF1, en 2018, 30 secondes de publicité, c'était 280 000 euros. Aujourd'hui, avec la future Coupe du monde qui arrive dans 2 mois et demi, là, 30 secondes de publicité, c'est 330 000 euros. Donc c'est vraiment une manne financière. C'est vraiment, avec les sponsors, avec la publicité, ça va rapporter énormément d'argent. Pour cet expert du droit du sport, la FIFA doit élargir la palette pour permettre à un maximum d'organes de presse privés de pouvoir en profiter pour se relancer et booster leur audience. Donc, priver les chaînes privées de cette manne financière, c'est aussi les empêcher de grandir, de se développer. Et puis aussi, c'est aussi priver en tout cas une bonne partie de la population de bénéficier de l'expertise, de la diversité, en tout cas du paysage audiovisuel au Sénégal. Donc moi, je suis pour un partage des lots, puisque ça va rapporter, ça va bénéficier à tout le monde. Les droits de retransmission de la Coupe du monde sont pour les médias ce que la compétition représente pour les sélections aux prises. Une occasion à saisir car elle n'arrive que tous les 4 ans. Merci beaucoup, Mme Abdou Gaïkassé, qui a réalisé ce sujet. Il est d'ailleurs avec nous sur le plateau. Bonsoir, Mme Abdou. Bonsoir, Adam Anouchkaba. Et vous recevez ce soir Mamadou Bal, le expert audiovisuel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et c'est à vous. Bonsoir, M. Bal. D'abord, quelle différence faire entre droit TV et droit de retransmission d'un événement sportif d'envergure mondiale? La différence est énorme. Quand il s'agit de la Coupe d'Afrique, oui, ou de la Coupe du monde, comme actuellement, en l'occurrence, il y a une énorme différence puisqu'il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires et il y a un jeu d'argent très très important. Très très important. La FIFA est détentrice des droits. Détentrice universelle des droits. Et la FIFA revend ses droits aux chaînes de télévision, mais pas directement. La FIFA, vous l'imaginez, ne peut pas discuter avec toutes les chaînes de télévision. Absolument, oui. De tous les pays du monde. Oui. Or, la FIFA veut que cette Coupe du monde, que chaque Coupe du monde soit vue par le maximum de téléspectateurs. Évidemment pour des raisons commerciales. Les annonceurs sont derrière, à supposer que ça soit Coca-Cola, un de ses sponsors, un des sponsors de la FIFA, mais Coca-Cola voudrait être vu par le maximum de personnes dans le monde entier. Absolument. Si bien que les droits sont revendus toujours à une société intermédiaire. Pour l'Afrique, c'était toujours l'Union africaine de radiodiffusion qui rachetait les droits et les redistribuait à ses membres, aux pays africains. Parce que l'UAR est un regroupement des chaînes de télévision publiques.
Maintenant, c'est ouvert au privé, mais il y a 2 ou 3 privés, si je ne me trompe. Le reste, c'est des chaînes de télévision publiques. Il y a une raison à ça, on pourra y revenir. On a vu que quand même la répartition des droits a changé, c'est-à-dire que pour chaque continent, c'est réparti en régions. Et dans chaque région, il y a une société adjudicataire des droits qui peut les revendre donc, dans chaque pays. Mais le problème est que dans chaque pays, il n'y a qu'un seul diffuseur. Est-ce que cela, c'est un aspect qui est nouveau? C'est nouveau. Que de dire que dans chaque pays, il y a un diffuseur. Ça, ce n'est pas nouveau. Autant pour moi. Dans chaque pays, il y a toujours eu un seul diffuseur. Mais avant, c'était flexible. On voyait que ce diffuseur-là parvenait quand même à revendre ses droits pour que les médias privés et autres puissent... Je suis désolé, non. Ce n'était pas possible. C'est pour cela qu'on parle de droit exclusif, peut-être. C'était toujours un seul diffuseur et un diffuseur unique, qui se trouvait être en général la télévision publique. Et vous savez pourquoi? Parce que seules les télévisions publiques couvraient tout le territoire. Et pour la FIFA, il n'était pas question de céder les droits à un diffuseur qui ne peut pas apporter le signal dans chaque foyer. Et seules les télévisions publiques africaines avaient la capacité, avec la diffusion hertzienne, de pouvoir amener le signal de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique dans tous les foyers. C'est la raison pour laquelle c'était les télévisions publiques qui, en général, héritaient des droits, qui leur venaient de l'Union africaine de radiodiffusion, qui allait négocier avec la FIFA directement pour tout le monde, pour tous les pays africains. Ça a évolué, mais l'évolution, c'est parce que la TNT est passée par là. L'on pense que avec la TNT, tous les pays sont couverts par la TNT et les télévisions privées, les éditeurs comme on les appelle, passant par la TNT, peuvent évidemment être perçus dans tous les territoires. Ce qui n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas une réalité, c'est la raison pour laquelle un basculement de l'analogique vers le numérique n'est pas encore total dans tous les pays africains, encore moins dans le nôtre. Si vous avez remarqué, au Sénégal, nous ne sommes pas encore passés vers le basculement. Nous n'avons pas encore basculé, parce que simplement, le signal TNT n'est pas encore disponible sur tout le territoire. Il y a encore des poches, très peu, mais disons que pour le moment, nous couvrons peut-être 90% du territoire. Il y a encore 10% de personnes qui ne reçoivent pas la TNT. Et rappelez-vous bien, les chaînes privées, les éditeurs privés n'ont jamais couvert tout le territoire et grâce à la TNT, ils vont le faire. Pour quelle raison leur céder un signal qui doit aller partout? C'était ça la grosse question, qui faisait que le service public, et uniquement le service public, qui pouvait amener le signal partout, hériter du signal pour la diffusion de la Coupe du Monde. Mais maintenant, la donne a changé. La Coupe du Monde, c'est en novembre prochain, donc bientôt. Mais il y a déjà un match qui se joue entre le groupe E-Media Invest, qui édite e-radio, ITV, Bës Bi Le Jour et emedia.sn, et la RTS, la société, ou bien la chaîne nationale dont vous étiez le directeur général. E-Media avait acquis donc ses droits exclusifs le 24 juin dernier, donc de la part de New World TV. New World, comme par extraordinaire, a rompu de façon unilatérale ce contrat au profit de la RTS qui aurait payé plus que la somme exigée. Comment voyez-vous cela? En fait, c'est à cause de ce débat que je suis, je crois, invité ici. Non, pas forcément. Mais je suis... L'occasion faisant le larron. L'occasion faisant le larron, mais je suis formel. C'est un débat qui ne devrait pas exister. Et vous savez pourquoi? Parce que simplement dans cette opération triptyque, il y a la FIFA qui a ses droits. La FIFA a des engagements avec ses sponsors officiels. On est bien d'accord. La FIFA a des engagements. La FIFA cède ses droits. Pour ce qui nous concerne, nous, notre région, c'est à New World TV. Qui existe il y a juste 5 ans. Qui existe il y a juste 5 ans, d'accord. Qui donc rachète les droits, mais en s'engageant à respecter les engagements déjà pris par
la FIFA. Pouvez-vous les énumérer, ces engagements dont vous Ces parlez? engagements, c'est toujours et essentiellement ce que les sponsors qui paient demandent, ce qu'ils ont demandé, obtenu avant de signer et de verser beaucoup d'argent, énormément sponsor d'argent. demande quoi exactement, spécifiquement? Le sponsor, il demande à être vu Oui. sans aucune coupure de son signal, le signal qui le concerne. Il doit être vu à tel moment avant le match, à tel moment à la mi-temps, à tel moment à la fin, à chaque fois qu'il y a un but marqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que son logo doit apparaître ou ne pas apparaître? C'est pas mal de choses qui doivent être respectées. Oui. Mais le repreneur des droits, et en l'occurrence ici, pour ce qui nous concerne, New World TV. New World TV doit respecter tous ces engagements que la FIFA a déjà pris, mais New World va aussi chercher ses propres sponsors à ajouter au signal et les faire respecter à son tour par l'éventuel éditeur qui va acheter, l'éventuelle chaîne de télévision qui va acheter. Et cet éventuel acheteur va aussi à son tour chercher ses propres sponsors et les ajouter. Ça fait une troisième couche qui est là. Et chacune de ces couches doit être respectée. Et la FIFA n'accepte pas qu'il y ait la plus petite anicroche. Et la FIFA a des observateurs qui font le monitoring dans chaque pays pour voir si tout se passe bien. Oui. Certainement, il n'y a pas eu d'anicroche. C'est pourquoi le contrat signé le 24 juin dernier par le groupe Imedia Invest a été certifié par la FIFA dont vous parlez. Donc, est-ce que ce n'est pas New World qui est en réalité fautif dans cette histoire? C'est pourquoi je disais que ça aurait pu être très simple. Parce que ici, ce n'est pas une affaire RTS et la société Imedia. Non. À mon avis, si problème il devait y avoir, ça devait être entre Imedia Invest et la société qui lui a vendu les droits et qui s'est récusée, c'est-à-dire New World. La RTS, si elle a hérité du contrat, c'est bien, à mon avis, parce qu'il y a une raison. La RTS ne peut pas aller acheter des droits déjà vendus. Oui, mais sauf qu'elle avait perdu lors de l'appel d'offres auquel avaient souscrit également d'autres médias privés, que sont la TFM, Sen TV et la RTS y compris. Elle avait perdu, donc un média avait raflé la mise. Après, on a vu qu'elle est accusée d'avoir versé une somme indue qui aurait dépassé largement la somme qui était demandée, c'est-à-dire les plus de 600 millions de francs CFA. Je comprends très bien le raisonnement, mais ma lecture est autre. Oui. Je suis en train de me dire que appel d'offres il y a eu. Oui. Imedia a remporté l'appel d'offres en étant le mieux disant, a rempli toutes les conditions pour diffuser, a signé un contrat dont les termes sont à respecter à délai. Je suppose que si tous les termes avaient été respectés, il n'y aurait eu aucun problème. La RTS ne pourrait même pas s'insérer, s'initier dans ce marché-là. Mais c'est mon avis, mon raisonnement. Mais si entre-temps, je ne sais pas, si entre-temps, un seul aspect, un seul item n'a pas été respecté sur le contrat qui lie Imedia avec New World TV, cette dernière est en droit de dire « vous n'avez pas respecté le contrat, je vais chercher quelqu'un d'autre ». Et en cherchant quelqu'un d'autre, ça peut ne pas être un appel d'offres parce qu'un appel d'offres prendrait du temps. Ça peut être simplement une négociation entre une autre partie. New World TV peut très bien écrire à la RTS, écrire à TFM, écrire à Walfadjri, leur dire les droits avaient été cédés à telle société qui, à notre sens, à date telle, n'a pas respecté tel article. Je ne veux pas prendre de risques. Je veux trouver quelqu'un d'autre avec qui négocier parce que je n'ai pas le temps de respecter, d'envoyer encore un appel d'offres. Et si ce quelqu'un se trouve être la RTS qui dit qui lève la main, moi je suis prêt à venir,
C'est une négociation, évidemment. Oui, évidemment. Mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est dans une parfaite opacité que ces droits ont été rétrocédés à la RTS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu après un nouvel appel d'offres qui a été fait. C'est-à-dire que New World a signé ce contrat avec la RTS sans pour autant avoir informé un média en bonne et due forme. Mais on verra ce qu'en dira le droit, puisque les conseils du groupe privé vont saisir un des tribunaux donc, suisses pour vider cette affaire. Mais selon vous, en tant qu'ancien directeur de la RTS, quelle est la solution que vous préconisez? Pour moi, la solution est assez simple. Parce que dans cette opération, comme je disais au préalable, il faut simplement comprendre une chose. S'il y a problème, il ne faudrait pas que ça soit un problème sénégalo-sénégalais. Ce n'est pas un problème sénégalo-sénégalais. Quelqu'un est en train de vendre des droits. Il les a vendus déjà à Immédiat, donc à ITV. Maintenant, les droits se retrouvent avec la RTS. Mais Immédiat doit se tourner vers le vendeur et régler ce problème-là à Genève, comme tu dis, ou ailleurs. Mais il ne faudrait pas que des Sénégalais, que des chaînes de télévision se fassent des invectives et qu'on en arrive à entendre des mots ou des phrases qui portent à croire qu'il y a problème au Sénégal entre des éditeurs. Je dis simplement qu'il faudrait que ce problème-là soit réglé directement avec le fautif s'il y en a, qui ne peut être, en l'occurrence ici, que le vendeur, que celui qui a cédé les droits, c'est-à-dire New World. Mais il faut comprendre aussi que, et pour répondre à votre question, ici, ce qui prime, c'est d'abord l'intérêt national. Il est clair que cette Coupe du Monde doit être vue par les Sénégalais. Il faut qu'il y ait un éditeur sénégalais qui achète les droits, qui rachète les droits de diffusion pour l'ensemble des Sénégalais. Si c'est ITV, c'est bien. Très bien. Si c'est TFM, c'est bien. Si c'est actuellement la RTS, c'est bien. Cet international doit être mis en exergue. Qu'on se dise, les Sénégalais verront ces matchs de football. Parce qu'il faut comprendre une chose. Oui. Il ne s'agit pas ici de gagner de l'argent. Parce que chacun a un rôle à jouer. Moi, je dis très honnêtement, et je le pense ainsi. Normalement, et tout à fait normalement, c'était toujours le service public qui doit, dans sa mission de service public, faire des choses qui ne peuvent immanquablement ne pas être faites. Oui, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Cela n'existe plus dans le monde, même dans les pays occidentaux. Parfois, ce sont les médias privés qui raflent la mise au-dessus et au nez et à la barbe des médias publics, que sont les médias que vous connaissez. Mais aujourd'hui, est-ce que le modèle économique de la RTS ne devrait pas être revu? C'est un média qui bénéficie de la subvention de l'État, mais également qui capte presque toutes les publicités. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui, est-ce que la RTS ne devrait pas céder ses publicités aux médias privés? Bien sûr, aujourd'hui, je pense que des équipes y ont déjà travaillé et c'est déjà acquis. Tout cela va changer. Quand nous irons vers un code de la publicité, on verra que le service public va lâcher une partie de la publicité, une grande partie de la publicité, au profit des éditeurs privés qui doivent quand même vivre, parce que ces éditeurs ne peuvent vivre que de ça. Très bien. Mais il faut comprendre aussi que, à l'image de ce qui se passe à l'international aussi, c'est déjà un système qui est assis depuis très longtemps. Très bien. Mais depuis quand une chaîne privée peut retransmettre un tel événement dans ce pays? C'est maintenant. Mais avant cela, moi il y a toujours une première. J'ai été en 2010 en Afrique du Sud où j'étais expert pendant la Coupe du Monde. Mais dites-vous bien que, apprenant qu'il y avait une chaîne de télévision ici qui reprenait des extraits, mais on est venu me voir pour me dire la Coupe du Monde va être coupée pour le Sénégal parce qu'on a vu que telle chaîne allait diffuser. Très bien. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci à vous, Mamadou Bal. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la télévision nationale, la RTS. Vous êtes également expert en audiovisuel. Adama Nouchkaba, la parole à vous. Merci beaucoup, Mamadou Gaye-Kassé. Merci également à notre invité ce soir, Mamadou Bal, expert audiovisuel. Merci d'avoir été avec nous. Il est 19h44. Dans quelques instants, dans quelques petites secondes, les infos, le bulletin qui vous sera présenté par Aïssa Ndiaye. On se retrouve dans une vingtaine de minutes.
bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur ITV, la suite de la totale. On enchaîne avec Bouillon Culture. La lecture agrandit l'âme, dit-on. Et dans Bouillon de ce soir, nous parlons de la lecture chez les jeunes. Que lisent-ils et comment lisent-ils? Boubacar Dieng nous dit tout. Il est étudiant mais préfère s'exprimer en Wolof. Je suis Khadim John, étudiant là, en sociologie. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, même s'il lit ses œuvres programmes, Facebook et autres réseaux sociaux sont ses bouquins préférés. Les réseaux sociaux du moins. Je préfère lire sur les réseaux sociaux. Google est ma principale source. Je l'utilise pour m'informer et lire surtout. Rare pour lui, mais fréquent pour cet autre étudiant, il s'organise selon son emploi du temps. Il arrive que j'achète des livres et bien entendu les lire. Et je le fais selon ma disponibilité. Souvent, nous avons un emploi du temps très chargé. Khadim suggère à ses jeunes frères de faire de la lecture leur priorité. Les jeunes n'ont plus un bon niveau de langue, encore moins de compétences. C'est la raison pour laquelle je les exhorte à lire davantage pour être cultivés. Et pour faciliter cette quête du savoir dont parle le jeune homme, la création de bibliothèques dans les écoles et quartiers fait partie des pistes de solutions. Avec nous sur le plateau, Boubacar Dieng, bonsoir. Bonsoir Adama. On parle de lecture, mais je suis quand même étonnée d'entendre ces étudiants dans le reportage que vous avez réalisé s'exprimer en Wolof. Oui, et c'est le malheureux constat que nous faisons tous les jours parce que d'habitude, quand nous allons à l'université pour des reportages, nous rencontrons des étudiants, surtout, ce n'est pas que je veux les stigmatiser, mais à la faculté des lettres et des sciences humaines, là où on devrait rencontrer beaucoup de gens qui parlent le français ou l'anglais, on en voit peu. Et souvent, nous sommes obligés d'aller à la faculté de droit ou même à la faculté des sciences pour en trouver des interlocuteurs qui acceptent de parler français dans les reportages. Maintenant, je pense que cela est dû d'une part à la formation. La formation, c'est-à-dire depuis l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée, et arrivé à l'université, c'est beaucoup plus free. Donc vous y allez, il n'y a pas de contrôle, donc les gens ne vous demandent pas de vous exprimer en français comme vous le voulez. Mais une langue, ça se pratique aussi. Ça se pratique, mais à l'université, on ne le pratique pas. À l'université, ce qu'on pratique, c'est le Wolof, la plupart du temps. À part ça, il y a l'anglais, mais les autres langues, le français, donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Donc ils ont préféré s'exprimer en Wolof, c'est ça? Ils se sentent plus à l'aise en Wolof. D'accord. Ouais. Et comment faire, Boubacar, pour redonner de la valeur à la lecture, auprès des jeunes notamment? Oui, auprès des jeunes, d'abord au niveau de l'école primaire, parce que j'ai vu dans un reportage que Aïssatou Kane a réalisé, il y a des élèves dans leur colonie de vacances, ils ont préféré organiser des clubs de lecture. Donc ils ne vont pas juste uniquement en vacances pour s'amuser, pour se détendre ou bien pour se reposer. Mais il y a la lecture à côté. Donc on apprend à ces enfants-là comment lire, pratiquer la lecture et se familiariser avec la lecture. Et si on grandit avec ces valeurs-là, je suis sûr que cet enfant-là préférerait avoir un bouquin qu'une tablette ou bien un iPad avec lequel il va jouer le reste des vacances. Merci beaucoup, Boubacar Dieng. En parlant de tablettes, de iPad, les nouvelles technologies, en gros, l'accès à l'information est devenu facile grâce aux réseaux sociaux, mais la distribution de journaux résiste à ces nouvelles technologies. Youssouf Diatta est vendeur. Son chiffre d'affaires a baissé, certes, mais il fait tout pour conserver sa clientèle. Mamadou Sy et Moussa Fall sont allés le voir. Regardez. Impossible de rater son local quand vous passez par cette rue située à Castor. Youssouf Diatta y travaille depuis 24 ans comme distributeur de journaux. Un métier qu'il a choisi parmi tant d'autres. Depuis 98 laa ci dugg quoi ba léegi nii.
Je suis dans le métier depuis 1998 par le biais d'un de mes connaissances, Iboukan. Depuis lors, je m'active dans le secteur. Au début, j'exerçais le métier durant les vacances. C'est par la suite que j'ai choisi de continuer. Me voilà aujourd'hui. C'est un métier un peu difficile. Il arrive souvent que l'on ne nous donne pas notre versement. Surtout ay problème versement tamit dañuy jël sa xaalis lekk ko tamit ngay daw ci ñoom. Vendre des journaux demande beaucoup d'efforts. Il faut se réveiller tôt pour écouler la marchandise. Toute une organisation derrière. moom boo xoolee équipe lañu quoi du man rek quoi man xam naa peut-être maa ci gën a feeñ mais équipe lañu. Nous sommes une équipe. Il est vrai que je suis le plus en vue. Il faut se réveiller à 3 heures du matin pour aller prendre les journaux, les regrouper et par la suite procéder à la distribution à Dakar et dans les régions. Nous avons des fiches où nous mentionnons nos clients. Il faut très tôt distribuer le journal avant le lever du soleil. Taf daal nga koy def balaa muy leer c'est ku ci nekk war nga teel a mën a jot sa journal pour mën ko jaay tamit. Le business de la vente des journaux a connu un ralentissement ces dernières années. Les réseaux sociaux ont certes eu un impact. D'autres facteurs peuvent aussi l'expliquer. Le métier bi wàññeeku na bu baax a baax sax. kuy jot ay 32 000 exemplaires. Le métier a connu un recul ces dernières années. Avant, on pouvait se retrouver avec 150 000 exemplaires à distribuer. Maintenant, nous avons du mal à prendre 50 000 exemplaires. Cela veut dire qu'il y a problème. Les réseaux sociaux ont certes joué un rôle, mais je pense que ce n'est pas la cause principale. Les journalistes n'écrivent plus, à mon avis, des articles que les lecteurs ont envie de lire. Le client, s'il ne voit pas ce qu'il attendait, il ne va pas acheter. Youssouf est encore nostalgique des temps de ses ventes records. Selon lui, le métier peut avoir un second souffle. Les journalistes ont à ses yeux l'astuce qu'il faut. Aujourd'hui, si les journalistes se mettaient à écrire ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, il va y avoir un rush dans les différents points de vente. Il y a des informations que l'on ne retrouve malheureusement pas dans les quotidiens. Les journalistes peuvent booster les ventes. Vendeur et distributeur de journaux, un métier qui résiste au temps malgré les menaces qui pèsent sur la profession. Des personnes comme Youssouf Diatta et compagnie continuent d'y croire et espèrent voir le bout du tunnel avec l'aide des journalistes. Et dans notre rubrique environnement, l'association Action Teranga Sénégal a organisé ce week-end une campagne de reboisement sur la VDN 3. 630 espèces d'arbres appelées peltophrums plantés sur une surface de 2 km de longueur et 22 mètres de largeur du cimetière Saint-Lazare vers la foire Ami Diouf et Moussa Fall. Accompagnée par l'UCG et les eaux et forêts, l'association Action Teranga prépare le terrain pour ces week-ends de l'environnement. Cette association qui lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement a choisi la VDN pour en faire un espace vert. Nous sommes sur les préparatifs de notre journée de reboisement du dimanche 28 août à partir de 10h. Donc c'est pour cela que nous sommes ici avec les agents de l'UCG et aussi des eaux et forêts. Tout d'abord, nous sommes des citoyens et on doit prôner la conscience citoyenne, une citoyenneté agissante. D'abord, il y a le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Et si vous voyez à Dakar, il n'y a que du béton avec l'urbanisation galopante. Donc, avec le réchauffement climatique, on s'est dit qu'il est nécessaire de reboiser, de planter des arbres. L'idée est de reboiser 630 arbres sur une surface de 2 km allant du cimetière Saint-Lazare au supermarché exclusif. Surtout au niveau d'ici de cette VDN, à hauteur de la cimetière de Saint-Lazare jusqu'à l'hypermarché exclusif qui fait environ 2 km de long et 22 mètres de large. Donc on a commencé à faire les trous. Il y aura à peu près 650 arbres qu'on doit reboiser. Bon, on a pris une seule variété qui s'appelle le peltophrum. Le nom scientifique c'est peltophrum, mais on l'appelle aussi le flamboyant jaune, qui est adapté
à la chaleur et qui n'a pas besoin aussi beaucoup d'eau. Action Teranga, une association qui mène ses activités citoyennes avec ses propres moyens. Néanmoins, elle peut compter sur l'appui de certains services publics. On n'a pas de partenaire, on est juste accompagné par les services publics. Oui, on a déjà dégagé un budget pour ce dimanche, on a fait le nécessaire. On ne sait pas encore parce qu'on est toujours en train de dépenser et on attend aussi que les partenaires viennent nous accompagner. L'association compte assurer le suivi des arbres tous les week-ends. Cependant, au-delà des journées de reboisement, des séances de sensibilisation seront organisées pour réveiller la conscience citoyenne et encourager les Sénégalais à protéger leur cadre de vie. Ayora nous emmène à Kolda et c'est pour parler des enfants de la rue. Au moins 30 000 enfants ont été recensés rien qu'à Dakar. Kolda a son lot et cette problématique n'a toujours pas de solution définitive. Seydou Diatta. Plusieurs sources concordantes après différentes études menées sur la problématique rapportent que la plupart des enfants répertoriés dans les rues de Dakar et des grandes villes de l'intérieur du pays proviendraient de la région de Kolda. Nous avons mené une étude avec la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Et là, nous avons répertorié 30 000 enfants dans la région de Dakar qui mangent. La plupart de ces enfants qui sont à Dakar, après l'étude que nous avons menée, nous viennent de la Guinée-Bissau. Et ils passent par Kolda pour arriver à Dakar. Officiellement, ces enfants quittent leur famille pour acquérir le savoir et la maîtrise du Coran. Mais le plus souvent, ils finissent comme mendiants ou enfants de la rue après une fugue en général. Du coup, le danger reste leur compagnon quotidien, même si les maîtres coraniques continuent toujours de rejeter l'attribution des enfants de la rue au Dara. Les enfants qu'on amène en fraude, en quelque sorte, à Dakar, pour dire qu'ils vont aller étudier alors qu'ils passent tout leur temps à aller quémander ou demander, ou les maîtres du Coran même s'enrichissent à travers cela. Les gens pensent que tous ces enfants-là, c'est des enfants talibés issus de Dara. Or, il y en a des enfants accompagnateurs, il y a des enfants aussi qui font comme ça, qui ramassent les ordures, qui ramassent les ferrailleurs. Ceux-là, ce ne sont pas des enfants talibés. Donc, il faut distinguer entre talibés et qui est là, et un enfant qui est dans une maison, qui quitte, qui se manie et qui se donne à mendicité ou ramasse des ferrailleurs. On croit que ces enfants-là, c'est un talibé, or que ce n'est pas ça. Et quelquefois, nous avons des enfants même qui perdent leur vie dans ça, par accident ou par basconnade de vol de quelque chose, car quelquefois, les maîtres les imposent d'amener tant de francs, s'ils n'ont pas eu, passeront par voler. Alors donc, c'est... Quoi qu'il en soit, les pays limitrophes, la région de Kolda, la banlieue dakaroise, sont présentés comme le triangle du mal. À plusieurs reprises, l'État du Sénégal a tenté de retirer les enfants de la rue, mais sans succès. Le chemin est vraiment faussé. Parce que si on avait commencé au niveau régional, au niveau départemental, au niveau même communal, pour que les gens prennent l'initiative, comment rester et prendre les enfants en charge, je crois que si on avait fait ça, on avait déjà reçu les problèmes des enfants de la rue. Nous ne voulons plus que les enfants quittent la Guinée-Bissau, transitent par Kolda pour arriver à Dakar. Nous voulons avec vous chercher des solutions durables et les mettre en œuvre au niveau local. Ils sont nombreux les observateurs à souligner que le mal n'a jamais été combattu à la racine. Et Salikenyé, localité située à la frontière avec la République de Guinée-Bissau, semble réunir toutes les conditions pour servir de base arrière. Le mal, pour le combattre, il faut le poursuivre jusqu'à la source. Puisque Salikenyé, effectivement, même s'il n'y a pas de jeunes dans les rues, il n'y a pas de mendiants dans les rues, mais nous sommes pourvoyeurs. Une fois les enfants répertoriés, leur retour en famille assuré, les acteurs comptent arrêter le flux migratoire en construisant des daras modernes dans les localités pourvoyeuses. Et la dernière partie de ce magazine du dimanche, la totale bonne semaine. Et ce soir, c'est Mohamedou Lamine Sano, expert en management et logistique, qui partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. On l'écoute.
comment je passe mes semaines. Donc le dimanche, je fais le planning de toute la semaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et comment je fais mes calendriers de cours, parce que je suis enseignant, formateur. Je fais aussi les calendriers de consultance parce que je suis expert en supply chain et je fais des offres financières pour certaines entreprises et aussi des offres de formation en logistique pour certaines entreprises de la place. Et je prépare le dimanche tout ce que je dois faire dans la semaine. Exemple, je planifie les habits que je dois porter toute la semaine, plus les chaussures. Je planifie aussi les dossiers. Je cale aussi mes rendez-vous sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et en fin de semaine, je prépare le week-end pour me reposer en famille et soit divertir. Et le dimanche, on reprend les mêmes processus. Ce que je conseille aux gens pour passer une très bonne semaine, c'est de savoir gérer le temps. Il faut savoir gérer le temps. Quand on gère le temps, en général, la semaine se passe très bien. Et c'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et bonne suite des programmes sur ITV. Excellente semaine à tous.